Excellent début de week-end à tous et à chacun, messieurs et dames. Bienvenue à vous dans cette nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision. Au 4e jour de son itinérance dans la province des Lualaba, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à l'inauguration de deux nouvelles infrastructures éducatives dans la commune d'Idizala à Kolwezi. La première infrastructure rendue opérationnelle est les centres de formation dénommé la cité de la commune. Il s'agit d'une institution de formation technique construite avec le financement de la redevance minière locale. Les CFP, quant à lui, offrent de formations dans des métiers d'avenir comme la coupe et couture, le modélisme, l'esthétique ou encore l'art culinaire. Avec ses 6 ateliers, 12 salles de classe, 4 salles d'agronomie, 2 internats, un amphithéâtre, une piscine, un stade avec piste d'athlétisme et une salle de cinéma, la cité de la commune peut accueillir jusqu'à 900 apprenants. Ce qui permet de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse et aux besoins réels du marché de l'emploi dans une province minière en pleine mutation. La deuxième infrastructure inaugurée est le nouveau bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi, ISP. Locataire depuis plusieurs années, l'ISP Kolwezi dispose désormais de ses propres infrastructures modernes, bâties sur un site de plus de 3300 mètres carrés. Le campus comprend 16 salles de classe, un dispensaire, un terrain de football, ainsi qu'une station solaire photovoltaïque. Vous voyez ce que Maman Fifi, la gouverneure de province, est en train de faire est vraiment l'illustration et la matérialisation de mon programme, mon vœu le plus ardent. C'est votre pays, vous avez un beau pays, un magnifique pays. Vous voyez d'ailleurs que nos ennemis nous l'envient. Ils font tout pour nous diviser, ils font tout pour nous déstabiliser, nous interrompre dans notre développement, mais ils n'y arriveront pas. Nous avons le devoir de vous encadrer, de vous apporter les moyens nécessaires de l'État pour vous permettre d'évoluer. Parce que le Congo de demain, c'est vous qui allez le diriger. Et vous avez besoin d'être dans de très bonnes conditions et d'être formé dans de bonnes conditions. À l'occasion du premier anniversaire de l'investiture de son gouvernement, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une descente au site d'exploitation des Kamoto Copper Company. À cette occasion, KCC, compagnie minière détenue notamment à 70% par les géants miniers Glencore, 25% par la Gécamine et l'État congolais à hauteur de 5 parts, a dressé les tableaux de ses productions au pays ainsi que les défis auxquels elle fait face. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du gouvernement Suminwa, si vous vous rappelez. Nous avons, le 12 juin 2024, été investis par l'Assemblée nationale. Et donc, pour moi, c'est un moment de joie de pouvoir me retrouver sur le terrain avec les ministres qui m'accompagnent et de voir de visu le travail qu'on fait et comment ce travail peut apporter un plus à la population. Parce que, comme on a dit, le développement rien que de la sous-traitance, les bonnes relations qu'il peut y avoir dans l'entreprise ici parce que on a un investisseur qui arrive et que on arrive à avoir des bonnes conditions de travail, c'est quelque chose d'important. Maintenant, il y a des contraintes qu'il faut encore lever pour mieux faire les choses et on va continuer, en tout cas le gouvernement que je dirige, va continuer à travailler pour cela. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Non, un message minier, c'est de dire qu'on est conscient de toutes les problématiques qu'ils sont en train de traverser en République démocratique du Congo. Nous, en tant que gouvernement et sous le leadership du chef de l'État, qui parle constamment d'amélioration du climat des affaires, on connaît la part qu'on a à faire aussi de responsabilité qu'on a dans l'amélioration du climat des affaires, parce que cela va permettre d'attirer plus d'investisseurs en République démocratique du Congo. Comme on le dit, le développement de la République démocratique du Congo ne peut se faire qu'à travers le secteur privé. Et si on travaille notamment avec des industries telles que les mines, ça va permettre de générer des ressources, ça va permettre d'améliorer les infrastructures, ça va permettre d'améliorer l'énergie. Par exemple, un exemple, KCC a eu à réhabiliter, je crois, ces deux turbines de Inga 3.
Et direction à présent la ville de Kinshasa, au Palais du Peuple, où le Sénat a adopté jeudi les projets de loi sur l'aménagement du territoire national présentés par les ministres d'État Guy Ndomboyo. Ces textes visent à moderniser la gestion du territoire congolais en remplaçant un décret colonial de 1957. Images et commentaires. Examiné en seconde lecture, les projets de loi sur l'aménagement du territoire a été adopté à l'unanimité par la plénière du Sénat. Ces textes structurants, portés avec détermination par les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Ndomboyo, vient de moderniser un cadre juridique hérité de la colonisation. Cette nouvelle loi s'articule autour des 9 piliers fondamentaux, à savoir une planification équitable, une meilleure répartition des espaces, une gouvernance territoriale rénovée et un engagement ferme pour le développement durable. Une réponse structurelle liée à l'occupation anarchique des terres et à la prolifération des titres fonciers contestés. La nouvelle loi sur l'aménagement du territoire ne se limite pas à une simple réorganisation administrative. Elle porte en elle une vision, celle d'un Congo structuré, planifié et tourné vers l'avenir. Une ambition exprimée par le président Félix Tshisekedi et soutenue par la première ministre Judith Suminwa. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de vraie planification dans ce pays. À l'époque, vous étiez encore jeune, on parlait de plan Mobutu, de pays PIP, ainsi de suite. Mais maintenant, finalement, on a un instrument qui nous permet de planifier de façon cohérente le développement du pays, de façon intégrée et cohérente. C'est l'intérêt de cette loi qui apporte beaucoup d'innovation. Donc au niveau national, au niveau provincial, au niveau des ETD, ça veut dire les territoires, même au niveau des villages, des secteurs, ainsi de suite, chaque entité doit avoir un plan de développement. Outre cette loi, les sénateurs ont également validé 8 projets de loi des rectifications présentés par les ministres des Finances de Doufouamba. D'un montant total dépassant des milliards de dollars américains, ces textes traduisent une volonté politique affirmée faire des engagements extérieurs un véritable levier de souveraineté, de justice sociale et de développement. Les projets adoptés concernent des domaines prioritaires tels que la gouvernance, l'énergie, l'accès à l'eau potable, la transition numérique, les infrastructures et la résilience des villes face aux défis urbains. À noter que la promulgation prochaine de ces lois par le président Félix Tshisekedi viendra acter leur mise en application. De l'autre côté, à l'Assemblée nationale, une commission spéciale a été mise en place pour examiner le réquisitoire du procureur général pris la Cour de cassation demandant l'autorisation des poursuites judiciaires contre Constant Mutamba soupçonné de détournement des fonds publics. Ces réquisitoires du procureur général Firmin Mvunde s'inscrit dans la continuité d'une première demande ayant abouti à l'ouverture d'une instruction judiciaire contre les ministres de la Justice. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Julier Sengekeli, a, au nom du président Vital Kamerhe, procédé ce jeudi 12 juin 2025 à l'installation officielle de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire numéro 2048-022-PGCCAS-WB-2025-LKL. Ce réquisitoire a été introduit au bureau de la Chambre basse du Parlement par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvunde afin d'obtenir l'autorisation des poursuites contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. À cette occasion, le porte-parole de la Chambre basse du Parlement a dévoilé les membres du bureau qui devra diriger cette commission spéciale et temporaire, à savoir les députés nationaux Sindani Kandambo Donald, président, les députés nationaux Fumuma Panda Malamba Zéphirin, premier vice-président, la députée nationale Mpundu Lundemba Micheline, deuxième vice-présidente, le député national Bila Milangu Claude, rapporteur, et le député national Bileni Suignae Dieudonné, rapporteur adjoint. En plus de membres du bureau, cette commission spéciale et temporaire est composée de 23 membres qui doivent travailler d'arrache-pied afin de présenter leur rapport au niveau de la plénière avant la clôture de la session de mars 2025, prévue le 15 juin 2025.
Toujours à la chambre basse du Parlement, sachez que la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangumbu, a été auditionné le jeudi par la commission ECOFIN qui dirige le député national Dima Futa Kabongo. Au sortir de cet échange qui s'est déroulé à huis clos, le gouverneur de la BCC a expliqué qu'il était question de répondre à quelques occupations de la commission ECOFIN sur les travaux relatifs à la loi bancaire. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangumbu, vient d'être auditionnée ce jeudi 12 juin 2025 par la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, ECOFIN, que dirige le député national Dima Futa. Au sortir de cet échange qui s'est déroulé à huis clos, la gouverneure de la Banque centrale du Congo s'est exprimée devant la presse. Les élus avaient quelques préoccupations sur certains articles spécifiques de la loi. Comme les discussions continuent, vous vous rendez bien compte que je ne peux pas révéler le contenu, mais les débats étaient portés sur plusieurs questions qui concernent la loi, mais aussi qui concernent le secteur financier dans son ensemble, et des questions diverses et variées, reflétant les préoccupations de la population. Et donc, en tant que gouverneur, j'ai eu à apporter les éléments reflétant les analyses et les résultats des analyses de la Banque centrale. Occasion pour le président de la dite commission, Guy Mafuta, de circonscrire cet échange. En fait, les députés membres de la commission ECOFIN ont commencé l'examen approfondi de cette loi, de cette initiative parlementaire qui élève d'un de nos collègues à la suite de l'acceptation par la grande plénière de sa recevabilité. Et tour à tour, nous avons écouté les acteurs qui interviennent dans le secteur bancaire. Nous avons écouté les banques à travers leur association ACB. Nous avons également écouté la FEC. Nous avons ensuite écouté le ministre des Finances. Et aujourd'hui, nous avons écouté la gouverneure de la Banque centrale. Parce que c'est elle qui joue le rôle de régulateur et de supervision dans le secteur. Concrètement, c'est une initiative qui est pertinente, qui appelle réflexion. Et là, la gouverneure a avancé les éléments qui ont fait que, depuis 2022 à ce jour, les dispositions légales, notamment l'article 11, qui consacre la dilution du capital social, n'aient pas été appliquées. Donc concrètement, depuis 2011, 6 mois après le délai imparti par la loi, toutes les banques sont hors la loi. Là, il est question pour nous, législateurs, de voir pourquoi la loi n'a pas été appliquée, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour que cette loi soit appliquée, si on estime qu'elle doit l'être dans ces termes-là. Et tour à tour, on a écouté tout le monde, la réflexion continue. Là, les travaux sont dans un sous-groupe. Demain matin, nous aurons l'écriture à adapter pour cet examen. Nous allons faire rapport à la grande plénière. Dorénavant, la Banque centrale commencera à envoyer certains éléments, certaines notes, notamment les notes sur la situation des banques, les notes sur la supervision, qui sont importantes pour la commission ECOFIN. Parce qu'au regard de la Constitution, la Banque centrale a le devoir de redevabilité vis-à-vis du peuple. Signalons que la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale travaille d'arrache-pied pour terminer les travaux en commission afin de présenter son rapport à la plénière avant la clôture de la session de mars 2025. Tout à fait autre chose à présent dans cette édition du journal. Dans le cadre du projet Talatala Plus, et Boutelier et les groupes d'études sur les Congo ont présenté ce vendredi les champions parlementaires du deuxième hackathon législatif en RDC. Il s'agit du député national Eli Kambale Moussavouli, élu de la circonscription des Bénis au Nord Kivu. Talatala permet aux citoyens, chercheurs et partenaires internationaux de suivre les interventions, les votes, les initiatives législatives ainsi que les moyens de contrôle du député à l'Assemblée nationale tout en surveillant la mise en œuvre des engagements du gouvernement dans certains secteurs clés. Pendant ces 2 jours, les participants ont soulevé beaucoup de problèmes. D'abord, il y a la vétusté des textes, mais aussi les chevauchements institutionnels et structurels, le manque de communication entre les structures qui sont censées travailler et mettre en place la politique nationale d'aménagement des territoires. C'est comme ça que les participants ont suggéré à ce que il y ait harmonisation des textes, mais aussi qu'il y ait la révisitation des décrets et des arrêtés qui portent création de ces structures pour revoir les différentes missions confiées aux structures, et chaque structure puisse se baser sur ses missions. Et c'est de cette manière-là qu'on va avoir une harmonisation
et une bonne coordination pour la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire, le plan provinciaux d'aménagement du territoire, mais aussi les plans simples d'aménagement du territoire que le gouvernement est en train de mettre en place pour bien planifier l'espace spatial du pays. Le groupe d'action de la société civile pour la promotion de la paix, c'est le nom de la structure qui réunit plusieurs organisations citoyennes comme l'ODEP, la nouvelle société civile congolaise, ainsi que des personnalités activistes comme Carbone Béni et l'abbé José Mpundu. Ces groupes de la société civile proposent un processus de paix qui passe par un dialogue plus large et inclusif. Il s'agit d'une résolution adoptée après 3 jours de travaux à Kinshasa. Reportage. Et la coutume est aujourd'hui prête à vous accompagner. Dans la salle, le représentant de plusieurs organisations de la société civile. Ils ont travaillé pendant 3 jours autour des enjeux de la paix, de la cohésion et de la gouvernance face à la crise sécuritaire, mais également aux divergences politiques. Ces structures ont décidé de se réunir comme GASP, groupe d'action de la société civile pour la paix. Elles sont arrivées à une conclusion après leurs travaux. Le pays a besoin d'un dialogue inclusif pour la reconstruction. Ce processus ancré dans l'écoute des réalités locales, la consultation inclusive de toutes les forces vives et la rédaction d'un livre blanc et fondation. Les forums patriotiques structurés en plusieurs phases, consultation de centres de territoire, dialogue profession, conférence nationale et table ronde politique doit conduire à la formation d'un gouvernement national. Alors que la RDC se trouve au cœur de plusieurs initiatives de paix, le GASP invite le président de la République à agréer sa proposition qui devra mettre sur le même diapason toute la classe sociopolitique pour un objectif commun, la paix, la cohésion et la bonne gouvernance. Notre main vous est tendue pour une rencontre directe, sincère et patriotique. Il nous appartient désormais d'assumer les responsabilités qui sont les vôtres, conformément à notre rôle constitutionnel d'incarnation de l'unité nationale. Ces organisations de la société civile invitent les acteurs politiques à une remise en question et de faire primer l'avenir de la nation sur les logiques partisanes. Le service national poursuit sa noble mission, celle de transformer les défis sociaux en réponses concrètes, redonner un sens à la vie des milliers de jeunes et appuyer des secteurs essentiels comme l'éducation. Ce vendredi, les hommes du lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik étaient à l'école catholique Saint-Théophile dans la commune d'Enemba pour une dotation de 300 bancs en pupitre fabriqués par les ex-Kuluna. Collège Saint-Théophile à Lemba Terminus. En cette date hautement symbolique, jour d'anniversaire du président de la République, le service national a posé un acte fort, porteur d'essence et des valeurs républicaines. La remise de 300 bancs pupitres à cette école catholique qui en avait tant besoin. Un geste qui incarne la philosophie du président, transformer la jeunesse en richesse. Comme dans plusieurs écoles et universités du pays, ces dons ne tombent pas du ciel. Il est le fruit d'une vision politique ferme et cohérente, celle d'un leadership qui croit au potentiel de chaque Congolais, même celui que la société avait rejeté. Sous l'impulsion du chef de l'État, le service national conduit par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik est devenu une école de la dignité retrouvée, un creuset où se forment non seulement des hommes de métier, mais des citoyens debout, conscients et utiles à la nation. Remettre ces bancs à Lemba, c'est dire à haute voix que la RDC avance, que le président de la République ne construit pas seulement des infrastructures, mais aussi des mentalités et des trajectoires de vie. Ce jour est spécial grâce à vous et nous n'avons pas de mots justes et forts pour exprimer notre gratitude. Nos remerciements mérités à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pour la relance du service national,
lequel rend d'énormes services à la nation. Au commandant du service national et à l'ensemble de son personnel pour le travail abattu qui aujourd'hui nous offre ce don en bon pupitre dont nous sommes bénéficiaires. En lieu place des discours pompeux ou des célébrations élitistes, le chef de l'État voit son anniversaire honoré à travers un acte de service public concret, touchant un secteur vital, l'éducation. Car il a dit et redit lui-même, l'école sera le socle de la nouvelle République. À Saint-Théophile, ce n'est pas seulement 300 bancs, c'est 3 raisons de croire que la nation se relève, se reconstruit et regarde l'avenir avec assurance. Honneur au chef, respect au service national. Depuis ce vendredi, des activités d'alphabétisation au centre Saint-Martin des Tours, situé dans la paroisse du même nom, au quartier 6. Nous sommes là dans la commune d'Engie. L'activité lancée dans le cadre du programme éducation électorale et gouvernance de la commission justice et paix de la CENCO. Une initiative qui vise à instruire plusieurs femmes de la RDC bénéficie de l'appui du gouvernement canadien. Ces activités d'alphabétisation s'inscrivent dans le cadre du programme EGIR, Éducation électorale et gouvernance inclusive en République démocratique du Congo, programme mis en œuvre par la dynamique femmes et inclusion de la Commission épiscopale de justice et paix de la CENCO avec l'appui des développements et paix Caritas Canada. Pour le lancement, la responsable du programme et secrétaire exécutif adjoint de la CJP CENCO s'est rendue au centre Saint-Martin de Tours, situé dans la paroisse du même nom, au quartier 6 de la commune d'Enjili à Kinshasa. Soutenu financièrement par le gouvernement canadien, le programme s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion de la femme et de la jeune fille à travers plusieurs actions coordonnées au sein de la CENCO. La sœur Nathalie Kangage a procédé à la coupure du ruban symbolique de la salle des formations. Dans son mot, elle a insisté sur l'impact de l'initiative au-delà même de l'alphabétisation. Si la femme est instruite, elle est à même de pouvoir bien éduquer, elle est à même de pouvoir participer à la vie de sa communauté. Nos communautés doivent être construites aussi bien que par les hommes que par les femmes. Elles ont aussi beaucoup de compétences en elles, elles ont beaucoup de valeurs. Les participants, principalement les femmes, sont d'âge varié jusqu'à plus de 70 ans. Chaque participante a reçu pour l'occasion un kit pédagogique pour faciliter son apprentissage. Je suis très flattée et très émue de voir que notre commune est sélectionnée. Et je vais dire que c'est une bonne initiative par rapport aux femmes. Je les encourage et je leur dis d'aller jusqu'au bout. Les projets, faut-il les souligner, API 29 centres d'alphabétisation dans les 26 chefs-lieux des provinces de la République démocratique du Congo. Un mot en sport, coup de tonnerre à la Coupe du Congo. L'association sportive Vita Club quitte la Coupe du Congo, la Coupe du Président par la petite porte. Les Dauphins ont été éliminés par la modeste équipe des Ligues D, l'OC. Les élites du Congo, c'est vendredi au stade Tatarafaï lors du deuxième tour préliminaire de cette compétition. C'est la suite d'une séance des tirs au but chargés en émotion, un but partout. 6-7, score final. Longtemps au tableau d'affichage, les Banambongo ont été surpris en toute fin du match par un but égalisateur de l'OC. Les élites, grâce à une frappe lointaine et Kofo. Fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.